Je suis le professeur Mamadou Fall. J'ai enseigné une trentaine d'années au département de géologie de la faculté des sciences de Dakar, de la géologie. Je suis ici dans une structure qu'on appelle Institut Géosciences de Dakar, IGDK, qui s'intéresse essentiellement aux sciences de la Terre dans ses aspects appliqués, ses aspects économiques, etc. Alors donc, nous sommes une sorte de structure à vocation scientifique qui emploie toutes les formes de programmes, toutes les formes de disciplines de la géologie pour former à ce qu'on appelle des ingénieurs géoscientistes dans les domaines, tous les domaines de la géologie, que ce soit l'hydrogéologie, l'eau, les phénomènes d'hydrologie, l'eau superficielle, les phénomènes des mines, du pétrole, du gaz, des phosphates, du fer, de l'or, etc. Le géologue connaît de toutes ces disciplines. La géologie de la région du Dakar est caractéristique pour plusieurs choses. D'abord, ce qui est plus important, c'est que nous sommes dans une presqu'île. Presqu'île, ça veut dire quelque chose qui est presque une île. Je reviendrai d'ailleurs sur ce terme île parce qu'il fait un temps où Dakar a été une île, effectivement. La tête de la presqu'île était isolée du corps de la presqu'île. Alors cette presqu'île n'avait pas cette forme ni cette taille au cours du temps. Il y a eu des changements importants. Il fut un temps, par exemple, la côte, le niveau de la mer qu'on a ici actuellement sous nos pieds quand on va à la plage, ce niveau de la mer se situait à 200 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et les limites de la presqu'île, donc, étaient beaucoup plus étendues. Et donc, ce n'était plus une presqu'île, c'était, disons, une partie du territoire qui n'avait rien d'une presqu'île. C'est avec le temps et l'évolution du temps que cette forme de presqu'île s'est mise en place, essentiellement à partir des années, il y a à peu près 5000 ans, 8000 ans à 5000 ans, qu'on a une presqu'île. Il fut un temps, il y a 3000 ans, Dakar, la tête de Dakar, notamment le plateau, les zones de Médina, était une île. Et la mer coupait donc la presqu'île entre, disons, la mer au niveau de Thiaroye et la mer au niveau de Golfe Nord, la mer au nord. Donc c'était une île. Alors, cette île de Dakar, évidemment, a subsisté à cette invasion de la mer. Pourquoi ? Parce que simplement, dans la zone du plateau, donc quand vous quittez le plateau, que vous arrivez jusqu'à la limite de la Médina, c'est une zone haute qu'on appelle un ors, qui était très élevée. D'ailleurs, si vous êtes au plateau, la mer, vous l'avez peut-être 5, 6, 10 mètres sous vos pieds. Effectivement. C'est pour là qu'on l'appelle le plateau. Par contre, les zones basses, c'est-à-dire que les zones de Rebeuss, etc., ensuite les zones de Grand Dakar, etc., ainsi de suite. Et quand vous montez vers le nord, les zones Grand Yoff, ainsi de suite, c'était des zones basses. Mais beaucoup de ces zones avaient quand même pu subsister, étaient restées dans l'île, attachées à l'île de Dakar. Par contre, quand vous arrivez plus loin, au niveau de Thiaroye, Hacienda, etc., toutes ces zones étaient occupées par la mer il y a 3000 ans. C'est important de le noter. Il y a 3000 ans, nous avons la mer dans toutes ces zones, comme que l'Hacienda, les Thiaroye-Kao, etc., jusqu'au nord. Et c'est les zones les plus sensibles aux inondations. Parce que simplement, en se retirant après, la mer a laissé des zones basses. Effectivement, où il y avait des zones creuses, des dépressions interdunaires, où il y avait beaucoup de végétation. Et les Wolofs appelaient ça les Niayes. Les Niayes sont caractérisés par une végétation luxuriante, avec des cocotiers, des palmiers à huile, beaucoup d'herbes, des tifacées, qu'on appelle les barakh en Wolof. Toutes ces végétations-là se développaient beaucoup à partir de 3000 ans dans ces zones-là. En même temps, le reformatage donc, de cette partie, qui est devenue ensuite continentale, alors a laissé sur place des ensembles dunaires où on avait donc des zones hautes, les sommets de dunes, et puis les dépressions interdunaires. C'est dans ces dépressions que sont installées effectivement les Niayes et cette végétation-là. C'est des zones donc
qui sont là, et puisque c'est un milieu sableux, les sables donc reçoivent les eaux de pluie, il se forme ce qu'on appelle une nappe d'eau, une nappe douce dans ces formations géologiques-là. Alors cette nappe-là, évidemment, quand il pleut beaucoup, alors elles se remplissent d'eau et les dépressions sont pleines, il y a des lacs, etc. Mais si effectivement il ne pleut plus suffisamment, la nappe va baisser et les lacs qui étaient même au sein des creux peuvent s'assécher. Alors nous avons connu pour cette zone de Dakar, notamment la presqu'île, qu'il y a eu beaucoup de phases d'inondation qu'il y a eu au cours du temps. Alors, parce que simplement, il y a un paramètre qui est facilement utilisable, qui permet de savoir si on est en période de haute, avec beaucoup de pluviométrie, et des périodes de moyenne pluviométrie et des périodes de basse pluviométrie. Alors ce paramètre, ce qu'on appelle le module du fleuve Sénégal. C'est le volume d'eau en mètres cubes qui traverse une portion du fleuve mesuré en mètres cubes par seconde. Alors ce module est mesuré depuis les années 1903. C'est ainsi qu'on a connu des années, par exemple, où le module était très haut, donc des zones pluvieuses certainement, effectivement, et puis des zones où effectivement le module était plus bas. Par exemple, les années 1913 et 1941, c'était des années avec le module très bas, certainement donc sécheresse, etc. Et puis les années 75. Mais entre deux périodes de sécheresse, il y a une série de pluviométrie qui augmente progressivement jusqu'à atteindre des sommets. Par exemple, c'est ce qui s'est passé dans les intervalles entre 1913 et 1941, entre 1941 et 1975. Et depuis 1975, alors la pluviométrie est en train de remonter progressivement dans le Sahel. Je ne parle pas seulement de Dakar, mais dans tout le Sahel. Parce que simplement, les mesures du fleuve Sénégal, les mesures des modules le montrent. Cette remontée progressive se met en place donc progressivement. Et on s'est rendu compte que la moyenne était franchie. La moyenne du module était franchie à partir de 1985. Alors, un de mes anciens professeurs, il y a à peu près 40 ans, a sorti dans une revue scientifique très cotée, qu'on appelle Nature, un article avec un de ses collaborateurs qui a travaillé ici à l'Orstom pendant longtemps également. Alors, un article disant que la pluviométrie au Sahel reviendra à partir de 1985. Et donc, progressivement, après 1985, la pluviométrie s'est améliorée et on a eu donc les pics les plus marquants, qui étaient les pics, par exemple, de 2005, de grands pics de la grande pluviométrie de 2012 et cette année aussi. Puisque les remontées, comme les descentes donc, de la pluviométrie, se font d'une façon linéaire, c'est par saccades. La nature en général agit toujours en saccades. Alors, ce qui fait que donc, nous sommes dans cette phase-là, effectivement, d'une remontée spectaculaire, alors qui s'est installée. Malheureusement, évidemment, les zones intéressées, qui sont très variées, il y a des zones où il y avait certainement des dunes avec une nappe en dessous et des interdunes. Les gens sont venus habiter et sur les dunes et dans les interdunes, etc. Et donc, au-dessus de la nappe, cette nappe s'est mise à remonter progressivement depuis 1975 et puis voilà, a atteint maintenant des niveaux très élevés, ce qui fait que donc, c'est ça la cause de ce qu'on appelle des inondations. Ça va continuer parce que ces pics-là environ peuvent durer facilement une dizaine d'années. Une dizaine d'années de périodes pluvieuses avant que s'amorce à nouveau une période, disons, de sécheresse relative. Donc, ça peut durer longtemps encore. Mais ça se fait par coup. Donc, cette année, il peut y avoir une bonne pluviométrie. L'année prochaine, une moindre. Et l'année d'après, encore une bonne, ainsi de suite. Et tout le problème, donc, de ces inondations, en fait, de ces gens qui sont rattrapés simplement par la nature, parce que
cette remontée de la nappe, cette pluviométrie, c'est naturel. C'est connu au cours du temps que c'est des fluctuations qui se passent et que par conséquent, il fallait s'attendre à ça. Les mesures préventives, c'est des mesures en amont, c'est-à-dire que ça, c'est réglé par ce qu'on appelle le programme de politique d'aménagement du territoire. Chaque coin de la terre, chaque coin de son territoire, de son quartier, normalement, doit être connu sur le plan de sa géologie, de son hydrogéologie, de sa topographie, donc la nature du sol. Est-ce que c'est un sol perméable qui peut être effectivement absorbé de l'eau, ou bien un sol imperméable, etc. Est-ce qu'un sol qui peut supporter facilement des bâtiments, à quelle hauteur, et ainsi de suite. Mais ça, c'est les b.a.-ba que un État doit connaître, etc. Et je suis sûr qu'au Sénégal, toutes ces choses-là sont bien connues, et des prévisions sont faites. Alors, il y a eu, dans les années 2012, etc., des activités qui étaient menées dans le domaine pour le problème des inondations par l'Agence nationale de recherche scientifique, qui était dirigée alors par Madame Sophie Gladima. Elle avait fait un document fort important, avec notre aide, notre participation et d'autres collègues. Nous avons fait beaucoup de documents sur les inondations. Alors, le président Macky, qui venait de prendre part à la direction du pays, etc., de prendre la direction du pays, a aussi émis un certain nombre de recommandations qui étaient au nombre 10 ou 12, je ne me rappelle plus tellement, où toutes les phases de prévision et de prévention étaient prévues, étaient dans ce document-là. Est-ce qu'on peut les appliquer? Est-ce qu'on a pu les appliquer? Et est-ce que ce n'était pas trop tard déjà? Parce que tous ces quartiers qui se sont installés, les Grands Yoff, les Kariala, les Grands Médine, tous ces quartiers-là, que vous savez, jusqu'à Bambilor, tout ça, sans compter les Tiaroy et autres, tous ces quartiers-là étaient déjà installés. Les gens avaient plus ou moins arasé les dunes pour construire dessus, construire sur la nappe. Et cette nappe-là, maintenant, qui reprend ses droits. Voilà l'effet d'inondation. Maintenant, l'autre fait, c'est qu'il faut toujours, dans un site d'habitation, il faut au moins des projets et des moyens et des installations pour évacuer les eaux usées, les égouts. Bon, dans certains quartiers de Dakar, effectivement, il y a les égouts, ainsi de suite, mais la plupart du temps, dans beaucoup de zones, des gens ont encore des fosses septiques creusées de façon artisanale. Alors, sur la nappe, quand la nappe était basse, mais dans la nappe maintenant, puisque la nappe est montée, ce qui crée une pollution extrêmement importante de cette nappe-là. Alors, donc, des zones qui étaient aussi déclarées non édificantes dans le temps, depuis le temps des colons, telles que la zone de captage, effectivement, les gens l'ont arrosé et ont habité dessus. Hein? Ainsi de suite. Donc là, c'est ça, en fait, les causes. Donc, c'est une mauvaise... le non-respect, effectivement, de la nature dans ses caractéristiques, et le fait aussi qu'il y avait des risques, effectivement, d'inondation, par exemple. Ici, c'est pratiquement le seul risque d'inondation. Il y a un autre risque qui peut être abordé par la suite par les spécialistes de la mer. C'est effectivement l'érosion côtière. Le niveau de la mer, c'est prouvé, est en train de monter progressivement. Donc, dans certaines zones, si vous allez dans les zones de Yoff, ou bien dans les zones de Rufisque, Tchaoulène, etc., de temps en temps, la mer vient, arrache les tombes, et ainsi de suite. C'est un phénomène qui est constant et qui est permanent. Donc là aussi, certainement, j'ai ici un collègue, M. Diouf, qui pourra vous faire un entretien dessus. Donc tout ce fait, à part les inondations, l'érosion côtière, on ne pense pas au séisme, on ne pense pas au volcanisme. Bon, ça, c'est pas... on ne risque rien pour ça, pour l'instant. Parce que ces volcans qu'on a eu derrière nous, les Mamelles, ça s'est éteint il y a à peu près 600 millions d'années. Puis, il y a pas nous sommes dans une zone calme, qu'on appelle une marche passive, donc on ne risque pas d'avoir effectivement ce phénomène.